Bonsoir à tous. Welkom iedereen op deze lezing, georganiseerd in het kader van de tentoonstelling Terra Award in Brussel. Donc bienvenue à tous dans le cadre, à cette conférence organisée dans le cadre de l'exposition Terra Award. Pour refaire un peu retracer un petit peu le cadre de Terra Award, donc au départ, il s'agit d'un prix international d'architecture contemporaine en terre crue, initié en 2015 par un ensemble de partenaires que sont l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, Cratère, Amaco, le magazine écologique, pour ceux qui ne seraient pas abonnés, c'est un très bon magazine, bref, et Dominique Gauzin-Muller. En 2016, le jury présidé par une sommité en architecture en terre, Wang Shu, a sélectionné une quarantaine de projets auprès de 357 candidatures, pour montrer vraiment l'ampleur des candidats et la réactivité des gens. Et parmi cette sélection, on peut compter, entre autres, 2 projets belges, notamment une école de couture au Niger, par l'architecte namuroise Odile van der Meren, et une école maternelle par BC Architects, qui a reçu une mention. Le fruit de ce prix a donné naissance à une exposition orchestrée par Madame Gauzin-Muller, qui en est donc la commissaire, et qui a d'une part pour objet de présenter l'ensemble des projets lauréats et les projets sélectionnés, mais également d'expliquer les différentes techniques de construction en terre crue. C'est donc cette exposition-là, et vu la qualité du travail et des projets, que c'est organisé donc Terra Award Belgium, initié par le cluster éco-construction et École Build, qui a coordonné un ensemble de partenaires, vous pouvez voir ici en bas, pour accueillir donc cette exposition en Belgique et au travers de différents lieux. Donc il s'agit au départ d'une exposition itinérante. Donc en ce moment, l'exposition se tient donc à Bruxelles. Donc ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'y aller, allez-y. L'endroit en plus est assez particulier. Il est donc ici à Bruxelles, place Flaget, dans l'espace architecture La Cambre Horta de l'ULB, et ce jusqu'au 19 novembre. Et donc c'est dans le cadre de cette exposition que les personnes en charge de son organisation ont décidé d'aller un peu plus loin et de s'ouvrir un peu plus à l'architecture en terre et d'organiser notamment ces 3 soirées, conférences, débats autour de l'architecture en terre crue. Alors pour rappel, la première soirée avait pour thème passé et futur, et donc ce fut l'occasion de voir présenter les différentes techniques de construction en terre crue, qui pour certaines techniques sont assez anciennes, et de se rendre compte qu'en Belgique et dans nos régions existe un patrimoine riche en bâtiments construits en terre crue. Cette conférence a également permis de voir les possibilités structurelles comme la réalisation des arcs, voûtes et dômes, d'avoir une présentation du projet de recherche sur les BTC. BTC sont des briques en terre compressées, organisées par le CSTC. Et ce fut également l'occasion de présenter l'influence des conditions climatiques sur la stabilité de la construction en terre crue. Ça, c'est une question auquel pas mal de confrères s'interrogent. Et donc, on verra peut-être ce soir, on aura peut-être ce soir des réponses de la part des praticiens. J'y reviendrai plus tard. Et donc, à Bruxelles, vous allez me dire, qu'en est-il ? Et donc, à cette occasion-là, on a eu l'intervention d'Anaïs Pereira, qui nous a présenté son mémoire de fin d'études et a fait le lien avec le projet Terre de Bruxelles, pour lequel BC Architects et Cratère ont déposé un dossier de candidature à l'appel à projet bicirculaire. Je ne sais pas s'ils ont été acceptés ou pas. On verra. Et en clôture de cette première soirée,
Il y a eu également l'intervention de Mandy Raj qui nous a donné une vision participative et sociale de la construction en terre crue, mais aussi philosophique. Ce qui a donné lieu à pas mal d'échanges et un débat relativement animé avec pas mal de questions sur la faisabilité en Belgique. Donc le lien avec cette soirée est évident, puisque ce soir, nous allons faire intervenir différents praticiens de l'architecture en terre crue qui nous nous exposeront leur expérience. Alors tout d'abord, nous aurons Paul-Emmanuel Loiret de l'agence d'architecture Joly et Loiret qui nous présentera ses projets de recherche et celui de Terre de Paris. Nous aurons ensuite Odile van der Meeren qui, pour rappel, est architecte d'un projet sélectionné dans le cadre du prix Terra Award et fera le lien entre son expérience sur la construction en terre crue et à l'étranger et sa transposition en Belgique. Suivra ensuite l'intervention de Benoît van der Brede du bureau RYA, Responsible Young Architects, qui présentera ses projets d'aménagement en terre paille, aménagement intérieur. Puis Julien Lefranc de PailleTech, qui nous présentera les différents enduits en terre. Pour clôturer ces interventions, nous accueillerons Nicolas Kuckelbergs de BC Architects, auteur d'un projet ayant obtenu une mention dans le cadre du prix Terra Awards, pour rappel, et qui nous fera part de son expérience sur l'architecture en terre en Belgique. L'ensemble de ces interventions nous permettront, je l'espère, de débattre sur la question en lien avec la réalité de terrain, soit de construire en terre crue en Belgique, est-ce techniquement, légalement possible, réalisable? Quelles sont actuellement les possibilités, les freins, les moteurs que la région ou que la Belgique nous propose? Donc, ce qui permettra peut-être de faire le lien avec la 3e conférence qui a lieu la semaine prochaine. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits encore, faites-le. Un mailing qui partira bientôt. Et donc ce débat permettra peut-être d'alimenter la conférence de la semaine prochaine qui, pour rappel, invitera les décideurs à nous présenter leur vision de l'architecture en terre crue. Donc cette 3e conférence a lieu la semaine prochaine, le 12 octobre, à Greenpeace. Donc ce n'est pas ici, c'est là-bas, un peu plus loin, et pour laquelle on a pour l'instant une intervention donc, de BC Architects et de la Confédération Construction. Bref, d'ores et déjà, je vais clôturer ici mon introduction. Je vais laisser la parole à Paul-Emmanuel Loiret, et je vous souhaite une agréable soirée. Pour les éventuelles questions, ne les oubliez pas, notez-les. Il y a, je pense, dans le programme de la soirée, des moments prévus pour ces échanges, et puis surtout à la fin, un débat. Merci. Juste avancer reculer et le compteur et ça, c'est... vous m'entendez si je parle comme ça ou il faut que je m'approche du micro? Il est où? Voilà, comme ça sera peut-être plus simple. Oui, donc, bonsoir à tout le monde. Donc, je suis associé dans une agence d'architecture à Paris et puis j'enseigne aussi à l'école d'architecture de Grenoble et je suis chercheur au laboratoire Crater. Et en fait, c'est en lien avec ces trois choses là que nous avons développé ce projet, qui est une exposition qui a eu lieu l'année dernière à Paris, au pavillon de l'Arsenal, autour des questions de la terre et de la construction en terre à Paris. En fait,
je suis venu ici à Bruxelles il y a 1 an et demi et j'avais présenté ce projet-là, qui était le projet d'un bâtiment de grande hauteur, une 50aine de mètres de haut, dans Paris, dans le cadre du concours Réinventer Paris. Alors ce projet n'a pas gagné, mais pour autant, il a un peu secoué le mammouth, si j'ose dire, parce que tout d'un coup, les gens, la ville de Paris, les acteurs de la construction à Paris, etc., ont pris conscience qu'il était peut-être possible de construire en terre dans une métropole, comme la métropole parisienne. Et du coup, la ville de Paris nous a confié cette exposition dont je vais parler, et puis une exposition qui a permis que ça bouge énormément là, par la suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, Terre de Paris et puis ce projet Tour a été rendu possible par une sorte de convergence de facteurs. Le premier, bien sûr, c'est celui de la connaissance de la matière. On a parlé de cratères tout à l'heure. Ce laboratoire existe depuis une quarantaine d'années. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis récemment, en fait, avec la création du centre de recherche AMACO, qui est un centre de recherche qui fait converger en fait les architectes, des ingénieurs de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon et puis des scientifiques, notamment de l'école de physique-chimie de Paris, autour de la question de la matière, des matériaux naturels et notamment la Terre. Et cette connaissance de la matière, cette connaissance scientifique récente de la matière permet d'envisager beaucoup de choses, d'aller beaucoup plus loin que la simple renouvellement, ou que le simple renouvellement en fait des techniques. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la construction en terre existe depuis 10 000 ans ou 11 000 ans dans le monde. C'est quand même quasiment la moitié de l'humanité qui habite dans des bâtiments en terre. Donc il y a quand même un background, si j'ose dire, autour de ce matériau. Les autres points très importants, en fait, qui fait que tout ça converge aujourd'hui, c'est que on redécouvre l'histoire, bien sûr, on a cette connaissance scientifique, mais comme nous l'avions montré lors du projet La Réinventer Paris, en fait, on se rend compte en ce moment que, à Paris en tout cas, il y a une énorme ressource qui est en train d'être extraite des sous-sols, notamment via le métro du Grand Paris Express. C'est un chantier de 200 km en fait, de métro tout autour de Paris qui va extraire dans les 15 ans qui viennent à peu près 40 millions de tonnes de terre. Donc ça, c'était un des premiers points de la problématique, c'est qu'on s'est dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire autour de ce sujet. Autre point qui fait converger autour du projet, hein, c'est tous ces éléments, on les appelait un peu cet alignement de planètes en fait, favorable au développement de la Terre, c'est la connaissance des sous-sols. Je parlais du métro du Grand Paris Express. Avant de commencer les travaux, ils ont fait beaucoup de sondages pour comprendre un peu quels étaient ces sols. Pas loin de 5000 sondages tout autour de Paris. C'est une connaissance inégalée en fait, des sous-sols franciliens qui nous ont permis en fait, de faire ce travail de recherche sur l'exposition. Au-delà de ça, il y a aussi des obligations au niveau européen de recyclage des déchets. Et bien sûr, il y a une volonté politique depuis quelques années, en tout cas dans la ville de Paris, d'essayer de faire avancer l'éco-construction, les matériaux géosourcés, biosourcés, etc. Dans cet objectif d'essayer de faire naître une architecture contemporaine de terre dans une métropole. Dans le cadre de cette exposition, on a fait beaucoup de recherches, notamment via le Terra Award, dont on a exposé quelques projets dans l'exposition. Il n'existe pas aujourd'hui, à notre connaissance, de bâtiments urbains contemporains dans les grandes métropoles. Il y a beaucoup de projets, on en verra, vous en avez déjà vu, vous en connaissez, etc. Beaucoup de projets contemporains qui sont développés par des grands architectes comme Wang Shu, comme Herzog de Meuron, Renzo Piano, etc. Mais pas dans les grandes métropoles. Et donc c'est un grand sujet parce qu'on pense qu'il y a moyen de refaire la ville avec la matière de son sol, comme on fait des bâtiments en terre à la campagne avec la terre de son sol. Donc ça, c'est un peu les éléments initiant tout ce travail. Alors la première grande question de l'exposition, c'était, voilà, est-ce que cette terre est un déblai? Est-ce que c'est un rebut ou une ressource? Aujourd'hui, légalement, en France, elle est considérée comme un rebut, comme un déchet.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez la terre de votre sol et que vous la faites sortir des limites parcellaires de votre terrain, elle devient légalement un déchet. Et ça, c'est un décret assez récent de 2014 qui est très problématique parce que il est toujours beaucoup plus difficile de réemployer des déchets que de réemployer ou d'utiliser un matériau qui n'en est pas un. Donc on a beaucoup travaillé sur ces sujets pour essayer de faire comprendre en fait que bien évidemment ce n'était pas un déchet mais que c'était une matière première non seulement disponible en quantité considérable mais aussi particulièrement qualitative. Donc on a fait une sorte de revue de presse aussi de tout ce qui s'était passé dans les 10 années précédant l'exposition. Et ce qu'on comprend, c'est que au niveau européen, il y a des grandes problématiques sur le recyclage des déchets du bâtiment, qu'il y a une énorme problématique aussi de stockage, parce que grosso modo, une grande partie des carrières accessibles directement ont été déjà comblées, et qu'on continue à en sortir des millions et des millions de tonnes, et que ça termine, on le verra, dans les campagnes autour de Paris, dans les champs, et il y a des centaines et des centaines de camions comme ça qui passent tous les jours déverser des centaines de milliers de tonnes de terre. Donc je vais passer rapidement sur ces questions-là, mais ce qu'on voit, c'était un enjeu assez considérable. Il y a un élément important aussi, c'est qu'on nous pose souvent la question, mais les terres dans les zones urbaines, c'est pollué, etc. En fait, sur les 5000 sondages de la Société du Grand Paris, ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y en avait à peu près 10% qui étaient vraiment polluées. Donc celles-là, souvent, elles partent à l'étranger, chez des spécialistes du recyclage, comme la Belgique, par exemple, en barge. Et les autres sont pour à peu près 40-45% des terres sulfatées, ou gypsifères, donc des terres à plâtre, quoi, mais qui sont considérées comme polluées naturellement. Donc on ne peut pas utiliser à l'heure actuelle pour la construction en terre, même si les chercheurs sont particulièrement intéressés sur les débouchés que ça peut potentiellement donner. Et puis 40-45% de terres inertes, donc qui sont vraiment des terres potentiellement utilisables pour la construction. Par-dessus tout ça, bien sûr, il y a, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la question du Terra Award, la question du congrès mondial de l'architecture en terre qui a eu lieu à Lyon l'année dernière, qui ont fait que voilà, on s'est inscrit dans cette dynamique autour de la construction en terre. Donc, le déchet. Donc, en France, il y a 3 typologies de déchets. Il y a les déchets non dangereux inertes, les déchets non dangereux non inertes et les déchets dangereux. Donc là, on va se classer dans la question des déchets non dangereux inertes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Ile-de-France, qui est vraiment le secteur d'études et de la recherche, il y a 18 millions de tonnes de terre et de matériaux naturels qui sont sortis chaque année. Et ces 18 millions de tonnes, ça c'était le chiffre de 2008, passent en 2010 à 20 millions, en 2013-2019 à 25 et 2020-2026 à 35 millions de tonnes par an, notamment avec le chantier du Grand Paris Express et tout un tas d'autres chantiers. 35 millions de tonnes de déchets de terre par an à l'horizon 2020-2026, voire 2030. En fait, c'est pas loin de 400 millions de tonnes de terre qui vont sortir là, dans les 15 prochaines années. 400 millions de tonnes de terre, juste pour se l'imaginer, c'est un tas qui fait 600 mètres de haut. Un terril de 600 mètres de haut, considérable, sur 1 à 2 km de diamètre. Donc ce sont des masses qui sont immenses et qui posent, comme je le disais tout à l'heure, d'énormes problèmes en fait, de recyclage et de stockage. La connaissance de sous-sol, on a fait travailler des géologues dans le cadre de ces expositions sur les terres de Paris, qui ont bien sûr, à partir de carottes en fait, issues des sondages du Grand Paris Express et à partir des cartes géologiques, montré à quel point en fait, la variété des sous-sols parisiens, je ne sais pas ce qu'il en est des sous-sols bruxellois, mais la variété des sous-sols parisiens composait un terreau, si j'ose dire, extrêmement favorable au développement de toute une série en fait, de matériaux de construction crus. Et ce qu'on voit ici, par exemple, c'est une coupe sur une gare du Grand Paris Express. Il y en a 70 comme ça. Les gares font à peu près 100 mètres de long par 30 mètres de large et sur une profondeur de 10 à 50 mètres de profondeur. Donc juste avec une gare, par exemple, on a des dizaines et des dizaines de milliers de tonnes de matériaux
et notamment, par exemple, sur cette strate verte, là, des milliers de tonnes d'argile pure, qui, on le verra, est un des matériaux essentiels de la construction en terre. Après, il y a le parcours de cette matière. C'est qu'il s'agissait, au-delà de comprendre qu'il y avait de la ressource, comprendre quel était le parcours qu'elle faisait, pour voir comment on pouvait éventuellement l'utiliser, la récupérer, et puis modifier en fait le process actuel. En 2010, en fait, ce qui est expliqué, c'est que les millions de tonnes en fait de terre qui sortent du sol tournent autour de l'Île-de-France. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas loin de 6500 camions tous les jours qui tournent autour de l'Île-de-France pour aller déverser les terres à droite et à gauche. Donc c'est une source aussi de pollution assez considérable. Et en fait, on part de ces chantiers-là, des chantiers d'excavation, de terrassement, donc qui sont soit des chantiers comme ça à ciel ouvert pour les bâtiments, soit les creusements des tunnels, etc. Ça, c'est un chantier au nord de Paris. Et puis, on va les emmener dans des sites de retraitement tout autour de Paris, qui sont des sites comme cela, où les terres arrivent et sont stockées par type. Et bien évidemment, une partie va être recyclée, comme les bétons, par exemple, qui sont les plus faciles à recycler, mais tout ce qui concerne les matériaux argileux est considéré comme vraiment le fond du fond du rebut, alors que c'est, pour les constructeurs en terre, le matériau le plus intéressant, bien évidemment. Donc, ça, ce sont les sites de stockage tout autour de l'Île-de-France. Et puis après, quand ces terres n'ont pas trouvé preneur dans les sites de recyclage, elles sont envoyées dans les sites de stockage, qui sont aussi répartis partout en Île-de-France. Et ces sites de stockage, en fait, ça ressemble à ça. Et ce sont des sites qui font plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'hectares, où arrivent tous les jours des centaines et des centaines de camions qui déversent des terres et des terres et des terres. Ce sont des paysages lunaires, comme ça, assez hallucinants, qui, comme je l'évoquais aussi tout à l'heure, posent d'énormes problèmes au-delà de la pollution des camions, d'énormes problèmes de son, d'artificialisation des sols, parce qu'en fait, on est sur la réquisition de terres agricoles, etc. Et les futurs sites de stockage ont dû être tous stoppés, d'ailleurs, par les préfectures de Paris et d'Île-de-France, parce qu'en fait, voilà, les terrains en fait, qui sont utilisés pour ces zones-là sont de plus en plus grands, quoi. Alors, à partir de cet état des lieux, en fait, de la connaissance des sous-sols, du circuit de la matière, etc., on a commencé une première expérimentation où on a pris, on a réquisitionné, on va dire, 1 ou 2 camions directement sur un des chantiers, puis on l'a emmené chez un briquetier qui a l'habitude de faire de la terre crue et de la terre cuite, pour lui demander d'essayer de faire quelque chose avec ça, sans passer par le prisme des laboratoires. Et là, en quelques jours, il a réussi à sortir 10 000 briques sous la technique, c'est la technique de la brique extrudée. Donc c'est une brique qui est assez argileuse, qui est passée dans les malaxeurs, et puis après qui est sortie dans des filières d'extrusion, puis découpée comme ça au fil à beurre, et laissée sécher. Toute la différence en fait de cette brique par rapport à une brique cuite, c'est que plutôt que de la mettre dans le four, là vous la laissez juste à côté du four ou sous le hangar. 1 mois, 2 mois, elle va sécher, donc elle n'aura bien sûr aucune énergie grise embarquée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que entre une brique comme ça, extrudée, qui est laissée sécher à côté du four, et puis une brique cuite, 30% en fait du prix du matériau final et l'énergie embarquée dans la cuisson de la matière. Et donc l'économie en fait énergétique réalisée dans la non-cuisson du matériau est assez considérable. Ça c'est une brique en fait forcément que les chercheurs trouvaient moyenne, mais néanmoins c'est une brique quand même assez intéressante parce qu'elle résiste à peu près 5 mégapascales pour ceux à qui ça parle, quoi. Donc c'est une résistance à la compression suffisante pour construire plusieurs étages, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc après ce travail-là, il y a l'expérimentation à proprement parler. D'ailleurs, on aimait plutôt parler d'expérimentation que d'exposition dans le cadre de ce qu'on a montré.
Et l'idée, c'était de passer par le prisme de la science pour véritablement montrer qu'on pouvait arriver à faire quelque chose de toute cette matière. Donc on est allé avec mon associé dans différents chantiers parisiens, on a contacté nos collègues architectes, entrepreneurs, etc. On leur a demandé s'ils étaient en train de creuser, puis on allait avec la voiture, on chargeait 100 kg, 200 kg dans le coffre, parfois un peu plus, et puis ça partait au laboratoire à Lyon pour être analysé. Et donc ça, c'est différents chantiers, on les a emmenés aux grands ateliers à Lyon, enfin à côté de Lyon, à Villefontaine, c'est un centre d'expérimentation en fait pour l'architecture, mais c'est aussi le lieu de travail du centre de recherche Amaco. Donc là, c'est tous les échantillons qu'on a emmenés soit par voiture, soit par camion à Villefontaine. Ces échantillons en fait ont été séchés, broyés, et puis analysés. Donc il y a une série d'analyses en fait de base que ceux qui font de l'inter connaîtront. On a ces tests de granulométrie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les terres en fait sont en général composées toujours plus ou moins de la même manière. C'est qu'on va retrouver des argiles, qui sont les particules les plus fines, qui sont les particules collantes, qui permettent de faire le lien dans la matière, des limons ou siltes, qui sont des sables très fins, des sables, des graviers, des cailloux. Et après, quels que soient les sols dans lesquels vous vous trouvez, il va y avoir toujours une proportion plus ou moins grande de l'un de ces composants. Mais c'est toujours ces mêmes composants. Les argiles, après, on leur fait faire des tests de sédimentométrie pour connaître un petit peu leur composition, leur nature, des tests de retrait, pareil, pour savoir si ce sont des argiles collantes, pas très collantes, etc. Il y a plusieurs types d'argiles. Et après la connaissance de ces matières, les chercheurs, là, réfléchissent à la façon dont on va les assembler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, la Terre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut exister dans certaines régions à l'état parfait de futurs matériaux de construction. C'est pour ça qu'en fait on en a vu naître des cultures constructives un petit peu partout dans le monde qui sont liées en fait à la nature de la ressource. Quand vous allez en région Rhône-Alpes, la grande majorité des terres sont des terres à piser. Elles ont des grains, elles ont des gros cailloux, des graviers, etc. Entre 5 et 15% d'argile. Et donc elles sont quasiment non transformées et donc elles peuvent être utilisées sans quasi aucune transformation pour faire du pisé. Donc la terre compressée à l'état humide. Dans d'autres régions, comme le sud-ouest de la France, comme l'est de la France, le nord, etc., on va retrouver d'autres techniques, des bauges, des enduits, des briques, etc. Et en fait, quand on analyse l'histoire, on comprend qu'en fait ces techniques, elles sont liées à des cultures constructives qui sont elles-mêmes liées à la ressource naturelle que l'on retrouve. Et donc, il y a une relation directe en fait entre la nature de la matière et la technique constructive qui en émerge, qui émerge de ces sols. Et ça qui est particulièrement intéressant. Donc à Paris, dans les échantillons qu'on a récupérés, on n'a pas trouvé de terre qui était parfaite pour l'une ou l'autre des techniques. Donc quand ce n'est pas le cas, on fait des reformulations. C'est qu'on a pris un petit peu d'argile de tel chantier, un petit peu de sable de tel autre, et puis on les reformule de manière à obtenir différents matériaux. L'objet aussi était un objet pédagogique dans le sens où nous voulions montrer qu'il était possible de faire tous les matériaux, en fait, vu la diversité des terres parisiennes. Et donc là, c'est la fabrication d'un des protos de pisé, grands ateliers, et puis tous les petits protos des différentes techniques. Donc ça a été présenté de cette manière-là. On va retrouver ici les échantillons que nous étions allés chercher tout autour de Paris, et puis toute la partie scientifique de connaissance de la matière, et puis les matériaux réalisés. Donc ce qu'on voit là, c'est que ça c'est des matériaux qu'on a récupérés sur les chantiers. On voit déjà sur une quinzaine de chantiers à peine visités, une grande diversité en fait de la colorimétrie, de la nature des matériaux très fins, d'autres plus caillouteux, etc. Qui génère par la suite, comme ce n'est pas cuit, une grande colorimétrie, et puis des qualités en fait de la matière, des qualités sensibles qui sont particulièrement intéressantes. Donc à partir de là, on fait toutes les expérimentations dont on parlait tout à l'heure, les tests de retrait, sédimentométrie, etc. Et puis la partie reformulation. Donc on a sélectionné 5 grandes techniques: le pisé, la terre coulée, les enduits
les briques et les panneaux. Techniques qui nous paraissaient les plus intéressantes. Donc ce qu'on voit ici, c'est que par exemple, sur cette partie-là, ça ce sont les enduits, je crois. On a sélectionné une terre de tel chantier à Versailles, plus tel gravier d'un chantier à Saint-Ouen. On rajoute une certaine quantité d'eau et on fait les prouvettes test et après on développe les matériaux. Là, ce sont la composition, la reformulation des panneaux de terre. Ces panneaux en fait qu'on peut installer en plaques, en plafond, en doublage, etc. Où on est allé rajouter quelques fibres, des fibres de paille, de chanvre ou des fibres de coton recyclées. Et avec une certaine quantité d'eau. Donc ce qu'on voit aussi, c'est que selon les techniques, bien sûr, on va retrouver des quantités d'eau et puis des formulations de matière qui sont très différentes. Certains matériaux, on va retrouver 20% d'eau, d'autres moins. Et c'est ce qu'on a fait comprendre ici dans ce test, qui s'appelle le test de Carasas, qui est le nom d'un des chercheurs de Cratère, où on voit qu'il y a, dans les techniques de terre crue, il y a 5 états hydriques. Il y a la terre sèche, sans eau, dont on ne peut rien faire, ça fait un tas. Quand la terre est complètement sèche, elle se désagrège. Il y a l'état humide, l'état plastique et les états visqueux, quoi. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque état, c'est-à-dire qu'à chaque proportion d'eau dans la matière correspond plus ou moins des techniques. On va retrouver ici, dans l'état humide, plutôt les pisés, les briques de BTC, une brique de terre comprimée. L'état visqueux, on va retrouver plutôt les adobes, certaines autres briques. Et puis là, ces états visqueux, c'est plutôt pour les enduits ou les mortiers, etc. Donc autant d'éléments qui permettent de comprendre petit à petit la fabrication de la matière, l'émergence en fait depuis cette matière de matériaux particuliers. Donc dans l'expo, on a montré aussi ce prototype dont on était assez fiers parce que c'est un prototype réalisé par Amaco en relation avec les ingénieurs de l'INSA de Lyon. C'est le premier proto en fait de béton coulé, de béton de terre coulé. Je fais une petite parenthèse parce qu'on appelle ça béton de terre. Dans l'histoire, en fait, quand on parle de béton, on parle de béton de ciment. Or, en fait, la terre, c'est un béton aussi. C'est la même organisation de la matière, sauf que là, on parle de béton d'argile. Le béton de ciment, c'est une composition d'agrégats collés par une matière cuite, quoi, le ciment. Et le béton d'argile est cette composition collée par l'argile, notamment grâce à l'eau et à des phénomènes électriques. Et donc là, ce béton-là, à la différence d'autres, ce béton coulé-là, à la différence de d'autres expérimentations qui ont été déjà faites, n'a absolument pas de ciment à l'intérieur. Aujourd'hui, on sait faire de la terre coulée. Et dans la plupart des projets du Terra Award, on a des terres coulées ou des terres apisées, mais qui sont stabilisées. Et en fait, on est assez contre cette idée-là, un peu à l'image de Hannah Ehringer ou Martin Rauch. C'est que, à notre sens, ce qui fait la qualité de la terre, c'est aussi sa biodégradabilité, c'est aussi la force que peut porter le matériau à partir du moment où il reste vivant. Quand on lui injecte de la matière morte, de la matière cuite, on pense que ça change un peu sa nature, au-delà du fait que le matériau n'est plus biodégradable, ce qui nous semble assez considérable et très important dans le cadre de ces matériaux. Donc là, voilà, ce sont les premiers échantillons et on espère d'ici 5 à 10 ans qu'on arrivera à faire des terres coulées en réutilisant les banches des bétonneux, quoi, parce que ce serait d'une certaine manière un pionnier à l'histoire dans le sens où, je ne sais pas si vous savez, mais la technique du béton s'est inspirée en fait des coffrages de Pizé au XIXe siècle, pardon. Où on avait des coffrages sauteurs et puis on pisait. Et donc le béton, en fait, le béton de ciment, a réutilisé, réinterprété ces techniques et les a adaptées pour couler. Aujourd'hui, si on arrive à mettre au point ça, donc uniquement avec des adjuvants naturels, des biopolymères, on pourra récupérer la technique des bétonneux et donc du coup arriver à facilement développer ces techniques parce que les mises en œuvre sont complètement similaires à celles du béton. Hein. La terre est versée dans les coffrages, elle est vibrée avec des aiguilles vibrantes, et puis décoffrée au bout de quelques jours.
Là, le principe de cette technique, c'est que il y a un adjuvant biopolymère qui est ajouté à un mélange de terre, qui permet la liquéfaction de la terre assez rapidement, juste avec le mouvement, pour pouvoir la couler facilement. Et puis il y a un autre adjuvant naturel qui permet qu'elle se resolidifie en l'espace de quelques heures. Voilà, on arrive à des questions techniques après par rapport à la taille et tout un tas d'autres sujets. Alors, bien sûr, mais ça vous l'avez vu dans le Terra Award, mais on l'avait quand même continué à le montrer dans l'exposition, c'est que toutes ces techniques après se retrouvent dans des architectures contemporaines. Et il n'y en a pas tant que ça en fait, des architectures contemporaines, et surtout, il n'y a pas tant d'architectures contemporaines en terre crue non stabilisées. Et c'est un vrai sujet et une vraie problématique d'avenir que d'arriver à développer ces techniques-là. Donc là, c'est le centre de l'INRIA, développé par les architectes qui sont enseignants à Grenoble, où on va retrouver plusieurs techniques de pisé, dont du pisé porteur intérieur, et il va y avoir des zones non stabilisées ici, et puis d'autres murs qui sont stabilisés à l'intérieur, parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à passer le stade du contrôle sur des murs extérieurs porteurs. Donc on pourra parler de la question de la réglementation. Bon, ça, vous la connaissez, c'est la maison de Martin Rauch, qui est probablement, qui est pour nous un projet manifeste contemporain de la question de la terre, parce que dans cette maison, quasiment tout est construit en terre. Bien évidemment, l'enveloppe du bâtiment, les escaliers, les sols, les enduits, les plafonds, tout est fait en terre. Et c'est un vrai sujet d'expérimentation. Et c'est aussi quelque chose qui nous porte, nous, quand on va présenter ces projets à des investisseurs, pour leur montrer que, voilà, avec ce matériau, à partir de la ressource, une ressource considérable qu'on a sous nos pieds à Paris, on peut arriver à développer ce type d'ambiance intérieure, donc avec même, vous voyez, les sols en terre, etc. Alors, on arrive bien sûr à ce bâtiment-là, qui est construit par Martin Rauch aussi, mais qui est dessiné par les architectes Herzog et de Meuron, les architectes suisses. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que on passe à un autre stade dans le développement de la Terre. Ce qu'il faut voir, c'est que historiquement, bien sûr, c'est plutôt une logique artisanale, la Terre, et qu'à partir du moment où on veut arriver à la faire rentrer en fait dans la métropole, arriver à faire de la terre en ville, il faut arriver à la développer, à la mettre en œuvre, et puis après à construire en terre à plus grande échelle pour arriver à faire baisser un petit peu les coûts. Et Martin Rauch a mis au point ces machines, je ne sais pas si vous les connaissez, ça c'est donc une machine qu'il a mis au point en Autriche et qu'il a utilisée pour le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure qui est en Suisse, les usines Ricola, et qu'il est en train de réutiliser pour la construction d'un bâtiment nouveau bâtiment très novateur en Allemagne, où il intègre en fait une isolation entre un double mur de pisé. Et ces machines en fait permettent de piser des murs comme ça sur 50 mètres de long. Il va les recouper, il va les scier, puis il va les faire sécher. Et ça, c'était la technique qu'on avait prévu de réaliser si on gagnait la tour, qu'on avait en fait développée avec lui. Et une fois que tous ces éléments sont séchés, après ils sont assemblés dans le bâtiment, les uns sur les autres, et il a une équipe de compagnons qui vient combler les joints. Et ce qui est très intéressant, je vais revenir un petit peu en arrière ici, c'est que lui, dans ces techniques, il va travailler en fait sur des lits de chaux qui, à terme, vont ressortir du mur de manière à contrôler l'érosion. C'est un vrai sujet dans la question de la construction en terre, c'est comment vous contrôlez en fait son vieillissement. Comme je disais tout à l'heure, la terre est un matériau vivant, il a tendance à bouger, il faut le protéger. Ce que disent les anciens, c'est qu'il faut faire des bonnes bottes et un bon chapeau, mais au-delà de ça, il faut contrôler l'érosion. Donc quand vous avez des murs très exposés, comment faire? Donc, en plus de contrôler bien sûr la composition de la matière, la granulométrie, avec des cailloux plus ou moins gros, Martin, lui, vient rajouter en fait ces lits de chaux qui sont inspirés en fait des techniques anciennes qui permettaient de fixer les enduits terre sur le bâtiment. Mais là, en fait, le principe, c'est que les 2 premiers centimètres
de pellicule, la fleur du pisé, qu'on l'appelle, au bout de quelques années, vont disparaître avec le ruissellement de l'eau et ne vont laisser apparaître que les grains qui sont tous bloqués les uns contre les autres. Juste petit rappel de physique, c'est que la Terre tient parce que ce sont les grains qui sont assemblés les uns avec les autres, qui comblent tous les trous. Et les particules d'argile, qui sont des particules très fines, comme des mini-plaquettes, entourent tous ces grains et collent l'une avec les autres avec l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, en fait, de mettre une goutte d'eau entre deux plaques de verre. Vous n'arrivez pas à décoller les deux plaques de verre. Mais en fait, le principe de l'argile, c'est la même chose, c'est que ce sont des plaques et en fait, l'humidité et l'eau collent les plaques entre elles. Par ailleurs, il y a un phénomène aussi électrique où, selon le pH de l'eau, ce qui est très important dans la construction en terre, c'est de maîtriser le pH. Il y a des phénomènes électriques plus ou moins importants qui font que voilà, les plaques s'attirent les unes vers les autres, et ce qui participe en fait à la tenue des murs. Donc là, le principe, c'est que avec l'érosion de la fleur du pisé, Martine laisse juste apparaître les gros grains qui sont tous coincés les uns contre les autres. Vous savez qu'on ne construit jamais des bâtiments en béton, que ce soit des bétons de ciment ou béton de terre, avec des sables qui sont des sables du désert, par exemple. Parce que les sables du désert sont des sables qui sont roulés. Parce que si c'était ça, c'est trop facile, on aurait plein de sable. Mais aujourd'hui, on vit mondialement une pénurie de sable, comme vous le savez peut-être. Parce qu'on ne peut pas utiliser ces sables, ce sont des sables ronds, donc en fait ce sont des sables qui ne se bloquent pas mécaniquement les uns avec les autres. Et donc ils ne peuvent pas être utilisés dans le béton. Et là justement, tous ces grains en fait anguleux se bloquent les uns contre les autres et génèrent aussi la stabilité du mur. Donc là on a aussi un exemple de Wangshu, dont je vais reparler un petit peu tout à l'heure. Donc ça c'est un bâtiment à Hangzhou en Chine, un hôtel et résidence étudiante. Ça c'est un bâtiment qu'on a réalisé nous à l'agence il y a 4-5 ans, où en fait c'est un bâtiment donc passif, bioclimatique, et comme c'est une charpente bois avec une grosse triple isolation là, en chambre et en laine de bois, au cœur du bâtiment, on a construit un mur en fait de 30 mètres de long sur 2 niveaux qui permet d'apporter l'inertie nécessaire au déphasage en fait, des températures, donc pour apporter la fraîcheur la journée en été et puis stocker un peu la chaleur en hiver. Donc ça c'est une technique de briques d'adobe et d'enduit. Et en fait c'est le premier bâtiment qu'on a fait, donc on l'a commencé il y a 5 ans. On n'était pas encore vraiment dans le milieu de la terre, on l'approchait à peine. Et c'est un bâtiment qui est en région parisienne, et là on a été obligé de faire venir des briques d'Allemagne, parce qu'il n'y en avait pas. Et c'était à l'époque une de nos grandes frustrations, et on s'était dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour arriver à développer ces techniques en Île-de-France, ne serait-ce que pour pouvoir les utiliser. Donc sur cette exposition, la conclusion elle est assez édifiante pour nous, c'est que on a une ressource naturelle, ça c'est une photo d'une des carottes en fait, du sud de Paris, et quand on voit ces couleurs, quand on sait que ces couleurs transparaissent après dans la matière, parce que autant de l'argile cuite va complètement changer de couleur, c'est une couleur que souvent on ne maîtrise pas selon la température de cuisson, etc. Là, ce sont des couleurs qui vont rester dans la matière, et qui vont permettre la réalisation de prototypes de ce type-là et de murs de matérialité de ce type-là, qui sont à notre sens, au-delà de la pure question esthétique, des matériaux qui peuvent probablement nous donner une autre vision du monde. Même si esthétique, au sens de esthésie, c'est l'idée de procurer une émotion, quoi, et qui est un peu aussi le sens, bien sûr, de l'architecture. Donc Terre de Paris, bien sûr, c'est surtout de la matière. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en architecture, pour nous, il y a une logique en fait de transformation de la matière. Et l'architecture, c'est qu'une transformation de la matière en objet signifiant, représentant une culture, etc. Tout ça dans un processus de fabrication morphogénétique depuis un lieu, un contexte, un milieu, vers un artefact architectural X ou Y. Donc, très clairement, pour nous, ce sujet il est essentiel parce que, en tant que praticien, on se pose tous les jours la question de
quel est le contexte, quel est le milieu dans lequel on construit, de quoi il est composé, quelle est sa matière, mais aussi bien sûr quelles sont les cultures des humains qui l'habitent, quel est son milieu physique, qu'il soit climatique, vivant, géologique, etc. Et à partir de ce milieu, quelles ressources on peut en extraire et comment on transforme cette ressource justement en artefact qui puisse faire du sens architecturalement. Et donc ça, c'est les deux grands sujets de recherche de notre agence. C'est voilà, la question du milieu, comment on l'analyse, comment on le comprend, quel est-il, et après, comment on transforme la matière en matériaux potentiellement signifiants pour les humains qui l'habitent. Donc deux enjeux qui nous paraissent assez fondamentaux et qui sont, à notre avis, l'essence de notre métier d'architecte. Il y a aussi un autre point qui est très, très important, c'est que la Terre, bien sûr, a d'énormes qualités environnementales. Et à chaque fois qu'on parle de la Terre, on a plutôt une approche quantitative. Et encore, on voit qu'il y a une intervenante qui parlera tout à l'heure, ou qui a parlé la semaine dernière, ou il y a 15 jours, là, de l'approche philosophique, de la question sociale, etc. Mais quand même, souvent, les promoteurs ou les personnes qui veulent se lancer là-dedans vont d'abord vous poser la question des qualités environnementales, d'un point de vue quantitatif, chiffrable. Donc on va dire que la Terre est un matériau qui permet de grandes économies d'énergie, c'est un matériau qui est sain, c'est un matériau qui régule l'hygrométrie intérieure, vous savez, il stocke l'humidité de l'air quand il y en a beaucoup, puis il la rediffuse quand il n'y en a pas beaucoup, ce qui permet d'avoir des ambiances en fait, qui sont très homogènes en fait, selon les saisons dans les bâtiments construits en terre. Ça a une grande durabilité, c'est un matériau qui est recyclable et biodégradable, comme j'ai évoqué tout à l'heure, etc. C'est un matériau qui est complètement sain, il n'y a pas de composés organiques volatiles. Donc tout un tas de qualités assez phénoménales, mais ça c'est l'approche quantitative. Néanmoins, il y a une approche qualitative qui nous paraît aussi fondamentale et qui nous paraît même plus importante. Aujourd'hui, en fait, l'approche environnementale que l'on voit très souvent, c'est comment on fait pour économiser plus, comment on fait pour réparer la problématique générée en fait par la consommation de masse, etc. Et donc on est dans une logique qu'on appelle de réparation, une écologie de réparation. Et on pense, mais bon, ça c'est à titre personnel, mon associé et moi, que c'est probablement pas suffisant pour arriver à vraiment changer de paradigme éco-social. Et on a besoin de changement de paradigme, très clairement. Et on pense qu'il faudrait mieux tendre vers une écologie de refondation. Et cette écologie de refondation, on pense qu'elle est possible si on réinjecte la matière naturelle dans nos espaces habités, mais vraiment à l'état naturel, non transformé. À partir du moment où vous transformez une matière, comme je disais tout à l'heure, que vous la passez en cuisson, comme le fer, les plastiques, les bétons, etc., vous la tuez, la matière, elle est cuite. Or, quand vous ne la cuisez pas, comme les fibres, comme le bois, comme la pierre, comme la terre, 4 grandes familles de matériaux naturels, on peut considérer qu'on injecte de la matière vivante en fait, dans nos espaces habités, et que cette matière vivante, qui est directement issue de la nature, elle peut peut-être être à même de nous permettre de développer des émotions, des sensations, des idées un petit peu différentes, et un peu plus en lien avec notre corps naturel, si j'ose dire. C'est Bachelard et Lévi-Strauss qui disaient une chose un petit peu équivalente tous les deux, c'est que bien sûr que la nature, elle n'est pas une ressource uniquement physique, mais elle est à l'origine de nos émotions intenses et de nos pensées les plus profondes. C'est en regardant, en observant la nature, que les hommes ont eu leurs premières émotions, leurs premières innovations, etc. Et quand, ça c'est encore une fois, c'est une intuition personnelle, c'est quand on est dans un environnement entièrement artificiel, comment peut-on avoir des idées, des pensées en fait, qui soient en lien avec un possible changement de paradigme par rapport à la sauvegarde de la biosphère de manière générale, quoi. Donc, voilà. C'est aussi cette relation à des éléments plus philosophiques qui nous paraissent assez fondamentaux en fait, dans l'utilisation des matériaux naturels. Donc à partir de là, en fait, il s'est passé aussi d'autres choses, parce que ça s'est terminé en janvier dernier. Et là,
Pardon. La Société du Grand Paris, du coup, nous a sélectionnés dans un appel à idées qu'elle a lancé pour essayer de développer des matériaux à partir de ces déblais de terre. Parce que forcément, quand elle a vu quand on faisait cette exposition, elle a dit mais on va lancer un appel d'offres national, un appel à idées pour financer des recherches autour de la transformation de cette terre. Donc notre équipe a été sélectionnée, on s'est associé avec Amaco, avec une briqueterie de Wulf qui est dans le nord de la France, la Société du Grand Paris, et puis un industriel qui s'appelle ECT, qui est le plus gros industriel de stockage des déchets de terre, enfin des déchets, à ce mot-là, comme vous l'avez compris, de stockage de la terre en Ile-de-France, même en France, pour essayer de voir comment on peut vraiment trouver des logiques de fabrication à grande échelle de la matière. Parce qu'autant l'exposition était une expérimentation qui prouvait qu'on pouvait le faire, autant pour passer à l'échelle de la construction, il fallait développer un système différent. Donc ça, c'est la brique qu'on avait fait lors de l'exposition. Et là, c'est les recherches qu'on est en train de développer pour développer une brique extrudée à grande échelle. Donc c'est une brique extrudée, hein, ça passe comme moi je disais tout à l'heure dans des systèmes comme celui-ci, et puis ça se termine en extrusion comme ça, puis après, pof, c'est recoupé et c'est mis à sécher. Donc ça, c'est une expérimentation qui est en cours. On a nos premières briques qui sont sorties en septembre, qui ne sont pas encore parfaitement celles qu'on aimerait avoir. Mais ce qui est important, par contre, c'est que pour être toujours dans l'opérationnel, ne pas rester simplement dans la recherche de papier, on avait un bâtiment qu'on a gagné il y a 2 ans, là, c'est un groupe scolaire à côté de Paris, et on s'est dit, on va tester la brique qu'on est en train de fabriquer dans le bâtiment. Donc on est allé voir le maître d'ouvrage en disant, en fait, on a une idée, on aimerait essayer de remplacer un certain nombre de matériaux qui étaient prévus initialement avec d'autres sources, et mettre de la terre crue. Donc il a fallu convaincre ce client, parce qu'au départ, le concours, on l'avait gagné sans terre crue. Et on l'a amené voir l'exposition, on a amené toute la mairie voir l'exposition, etc. Puis ils se sont dit, bon, ok, on veut bien y aller avec vous. Il ne faut pas que ça nous coûte beaucoup plus cher, bien sûr. Et puis donc, on va faire tous les cloisonnements intérieurs entre les classes là, dans le groupe scolaire, avec des briques qu'on est en train de fabriquer avec la terre du Grand Paris. C'est un peu compliqué parce que c'est un circuit complexe. Le briquetier va vendre ça à une entreprise de construction, etc. On est en train d'analyser les offres. On a peut-être des petites surprises, bien évidemment, des différences de prix assez considérables, mais on va y arriver, et puis on va donc tester ces premières briques qu'on est en train de faire avec les terres du Grand Paris. Donc, à l'origine, on se retrouve là, on s'est pas un peu... On s'est fait embarquer petit à petit dans nos propres recherches. L'origine, j'expliquais tout à l'heure, c'est que on n'avait pas de matériaux naturels vraiment disponibles en Ile-de-France. L'Île-de-France, comme beaucoup de régions européennes, importe la quasi-totalité de ces matériaux. On avait une énorme ressource. On s'est dit, du coup, personne ne le fait. On va essayer d'aider et puis de faire en sorte qu'on puisse lancer des industries pour pouvoir, après, nous construire en terre. Comme ça n'existe pas, on va le faire, quoi. Et là, donc voilà, c'est en train d'apparaître. Et puis, donc ça, c'est une perspective intérieure du groupe scolaire. À l'extérieur, on est dans une brique de terre cuite, et puis en bois. Et donc à l'intérieur, on sera en partie en brique de terre crue. On aurait bien aimé la mettre sur toute l'enveloppe extérieure, mais là, on rentrait dans des logiques de réglementation, d'avis techniques expérimentaux, etc. Et puis on n'avait pas du tout le temps, sachant que le projet était déjà commencé, de développer tout ça. Et puis ça, c'est le dernier projet. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 10 minutes, voilà, très bien. Ce dernier projet, c'est un projet qu'on vient de gagner. C'est Réinventer la Seine. Suite au succès en fait de Réinventer Paris, la mairie de Paris a lancé plusieurs concours, appels à idées internationaux, et dont celui-ci qui s'est rendu cet été, qui s'appelle Réinventer la Seine. Donc il y avait des terrains qui étaient proposés à la vente entre Paris et la mer, sur 70 sites environ. Et on a monté une équipe avec des investisseurs et tout un tas d'acteurs pour répondre à ce projet à Paris. Et on est allé chercher Wang Shu, ce fameux architecte Pritzker Price en Chine, et on l'a convaincu de venir à Paris faire un projet, quoi. Et c'est le premier projet en fait qui fait en dehors de la Chine. On l'a fait visiter le site, sachant qu'on travaille avec de la terre, sachant qu'on travaille avec du remblai, enfin avec des déblais qu'on recycle, sachant que c'est un site au bord de la Seine avec de l'eau, etc. C'était un petit peu tous les ingrédients de sa propre architecture en Chine. Et donc il a accepté de venir.
On s'est associé avec, avec Lipski et Rollet, qui sont d'autres architectes parisiens qui connaissent la terre, avec Topagé, qui est une entreprise d'agriculture urbaine, et puis tout un tas de bureaux d'études, bien sûr, Cratère, bureau d'études Vessières, etc., pour développer ce projet, qui est un quartier en fait de 60 000 m², juste au sud de Paris, qui va voir un certain nombre de programmes autour de l'habitat, bien sûr, 20 000 m² environ, des manufactures collaboratives, avec des ateliers d'artistes, des ateliers d'artisans, etc. C'est une sorte de quartier d'artisans, quelques bureaux, des hôtels, des gîtes, des résidences étudiantes, etc. C'est un site qui se situe là. Paris, c'est ici. Et là, on est juste à côté de la Seine, au sud de ça, c'est la limite de Paris, quoi, juste au-dessus. On a travaillé on a travaillé à Paris. Après, on est allé en Chine en mars dernier faire un workshop chez Wang Shu. Lui, il apporte les grandes idées, et puis on a développé le projet sur Paris. Il faut comprendre que lui, aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas Wang Shu, c'est un des rares architectes chinois, peut-être le premier, maintenant il y en a plus, mais qui a refusé en fait la logique chinoise de la table rase. Et puis, il travaille à essayer de récupérer les cultures constructives chinoises. Il a récupéré aussi des matériaux de démolition, puis il en a fait tout un tas de bâtiments qui ont été très connus et qui ont fait de lui Pritzker Prize. Et il travaille avec des tuiles recyclées, avec des briques recyclées, des pierres et bien évidemment de la terre, qui est une culture très ancienne en Chine, qui avait d'ailleurs disparu. Et il est allé se former à Cratère à Grenoble. Et Cratère a envoyé des chercheurs pendant 2 ans là-bas en Chine pour l'aider à monter un laboratoire et à former des équipes pour construire ces bâtiments, et notamment celui dont on a vu tout à l'heure une photo. C'est comme ça qu'on avait tissé des liens. Donc ça, c'est le projet. Donc on va retrouver... c'est une ancienne usine des eaux, avec des anciens bassins de recyclage et de traitement de l'eau. Donc on a une usine ici, un grand bâtiment en dessous, qui est un bâtiment existant, qui est un bâtiment construit par Dominique Perrault, l'architecte de la Grande Bibliothèque de Paris, auquel on ne pouvait pas toucher. Et Wang Shu a proposé de faire un grand bâtiment comme ça, assez dense, au nord du site et sur le toit du bâtiment. Et l'idée, c'était d'essayer de libérer un maximum la surface disponible sur le site ici, pour faire un quartier très bas. Donc on ne voulait surtout pas tomber dans les logiques d'éco-quartiers qu'on retrouve un peu partout, qui sont un peu une absurdité à notre sens, dans le sens où ce sont des éco-quartiers, mais ils sont toujours pareils, quoi. Et ils font toujours 6 niveaux, dans une densité assez bizarre, un peu éclatée. Et donc là, le principe, c'était d'arriver à faire un R+3 maximum, une taille humaine, quoi, une échelle de faubourg. Et pour cela, on a donc densifié tout autour du site. Et c'est surtout, on a des typologies de logements qui sont très resserrés. C'est des bâtiments qui font à peu près 10 mètres de large, qui sont traversants, donc pour permettre la ventilation traversante, donc développer des logiques bioclimatiques. Et avec à chaque fois des cours intérieurs. Et en fait, tout le site est surpilotis, parce qu'on est dans une zone inondable. Et bien évidemment, la terre, il ne faut jamais la mettre en contact de l'eau. Donc c'est un projet comme ça, c'est une sorte de cité lacus surpilotis. Le principe, c'est ça, c'est qu'on a l'usine qui est ici, les bassins qui étaient là. On travaille sur une connexion avec la ville, nord-sud et est-ouest. Un tramage en fait du futur village, on l'a appelé. Le développement de ce fameux ruban au nord et à l'ouest. Une logique d'assemblage de rez-de-chaussée et de pilotis en sous-face. Les bâtiments après ici, vous voyez que c'est très dense. Et puis le développement du projet. Et puis là, après tous les axes piétons, le principe c'est que ce quartier en fait soit piéton et qu'on ait accès aux voitures uniquement dans les cas de déménagement, etc. Donc ça donne ce principe-là. Donc on voit des bâtiments qui sont très fins et qui sont organisés à chaque fois autour de petites cours intérieures, mais qui ne sont pas des îlots fermés, qui sont des îlots ouverts en rez-de-chaussée. Voilà, ça c'est le plan de rez-de-chaussée. Et ça donne ça, c'est que en fait on réutilise les bassins existants, on crée un paysage lacustre, on monte comme ça sur pilotis, et puis on va développer ce quartier en terre, bien sûr. Donc là, on a travaillé avec Cratère sur plusieurs techniques constructives.
hop, je passe, ça c'est la partie sur la rue avec l'usine existante, un bâtiment dessus. Donc on a travaillé avec Cratère sur et les bureaux d'études sur plusieurs techniques constructives. On en a retenu 3 principales qui sont les briques, extrudées et Adobe, et BTC, les pisés et les enduits. Et on a bien sûr du bois aussi. Le principe c'est que là, dans la mesure où c'est dans une économie assez contraignante, on a un prix de sortie des logements qui est pas très élevé parce qu'on est juste en périphérie de Paris. Donc, on est sur des prix qui vont sortir autour de 4 500, 5 500 euros. Donc, en fait, à partir du moment où le promoteur va vendre à ce prix-là, le prix de construction est beaucoup plus faible, quoi, que si on construisait à Paris où le mètre carré est à 10 ou 15 000 euros, quoi. Donc, on a des budgets serrés. Donc, comment arriver à faire de la terre dans ces budgets serrés? Parce que, quoi qu'on dise, construire en terre, ça reste encore un petit peu plus cher, notamment lié aux petites échelles de réalisation. Donc, on a travaillé sur des techniques mixtes. On est sur des structures en béton très légères, des structures en poteaux dalles très tramées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ma connaissance, c'est peut-être faux aujourd'hui, mais en tout cas il y a 2 ans, j'étais à un colloque sur l'énergie grise, et la dalle béton est le système constructif qui embarque le moins d'énergie aujourd'hui. C'est plus intéressant en termes d'énergie grise, d'énergie embarquée dans la matière, qu'un plancher bois, dans le cadre de logements de ce type-là. Pourquoi? Si on regarde la réglementation, c'est que pour être, et en France, après je ne sais pas comment ça se passe ici, c'est que pour être coupe-feu, pour respecter les exigences acoustiques, une dalle de 20 cm de béton, ça suffit. Mais quand vous construisez en bois, vous avez à peu près 30 cm de bois, au-dessus vous devez rajouter de la masse pour l'acoustique, avec du fermacell, puis tout un tas d'autres produits de finition, etc. Puis en dessous, vous devez aussi rajouter du plâtre, etc. pour coupe-feu. Donc vous avez au final un dispositif ou un système qui fait à peu près 50 cm. Donc, par rapport à du béton, ça vous rajoute 30 cm de façade, ce qu'il faut prendre en compte forcément dans le bilan. Et chemin faisant, le bilan énergétique d'un plancher bois dans du logement traditionnel comme ça est pire qu'un plancher béton. Donc nous, alors peut-être que ça va changer, mais pour l'instant, donc nous on se base là-dessus, et on sait que avec la question des poteaux, poutres et des dalles, on utilise juste le béton à son minimum. On l'utilise pour ses qualités mécaniques, et après on travaille tous les intérieurs et toutes les enveloppes avec différentes techniques. Donc on va avoir des techniques de remplissage d'enveloppes ici en briques, et puis après des enduits par l'extérieur, des techniques de pisé ici, et puis des techniques briques à l'intérieur et briques extérieures. Bien sûr, là on a fait un plan après de repérage qui est très important pour la terre et la construction avec les matériaux vivants de manière générale. Et ce qui nous intéresse le plus, un des éléments qui nous a le plus intéressé, c'est qu'on est dans une logique de changement de paradigme en fait, de la conception architecturale. C'est que, enfin, moi j'ai été étudiant aux Beaux-Arts à Paris, et on me disait, mais il faut que tu aies des idées, et à partir de ces idées, tu dessines un schéma, et puis après tu développes le projet, et puis après tu verras comment tu le construis, quoi. Donc c'était dans une logique un peu Beaux-Arts, un peu architecture internationale, architecture moderne, etc., qui me gênait un petit peu. Or là, ce qu'on a compris, et ce qui est assez fabuleux, c'est que on a une ressource. Comme je disais tout à l'heure, cette ressource, selon son type, elle se transforme en matériau. Ce matériau, selon ce qu'il est, va se transformer en dispositif constructif. Et en assemblant ces dispositifs, vous générez une architecture qui génère elle-même la ville, qui génère elle-même le territoire. Et en fait, il n'y a pas de logique bottom-up, non, top-down. C'est une logique vraiment bottom-up où on part de la ressource et on arrive à l'architecture. Et c'est ça qui est très intéressant parce que, en fait, en repensant le projet de cette manière, on arrive à réinventer en fait aussi la forme architecturale et peut-être aussi, qui sait, la forme de la ville. Donc bien sûr, ce projet, il y a tout un tas de logiques de recyclage des eaux, de recyclage des déchets de fabrication des logements, etc. On a ici, sur le grand ruban, on a quasiment 2 hectares en fait, de toitures agricoles qui vont être exploitées professionnellement. On a tous les jardins et les serres privées sur les toits.
Et puis, on a aussi prévu, en fait, dans le cadre du projet, sur les 2 ans de préfiguration, avant qu'on puisse construire, de mettre dans l'usine Amaco, de mettre Amaco avec des expositions, etc., et puis de former pendant 2 ans des entreprises, de faire des prototypes, de faire venir les citoyens, les habitants de la ville, etc., pour petit à petit leur faire prendre conscience de ce matériau, parce que évidemment, il y a le développement de la matière ou des matériaux, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi apprendre à le connaître, apprendre à le mettre en œuvre, apprendre à l'apprécier, voilà, et tout ça dans une logique aussi participative et collaborative, hein, qui évidemment la part sociale de l'architecture que l'on peut éviter, qui est aussi qui est fondamentale, quoi. Voilà, j'ai fini. Merci. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que... Je vais le faire. Est-ce que quelqu'un a une question, éventuellement, déjà posée? La première est toujours difficile. Oui, c'est ça. Ah, je vois un bras là. Ouais. Concernant la terre coulée, c'est non stabilisé, ça existe déjà sous forme de bâtiment ou c'est que sous forme d'échantillon? Enfin, non stabilisé, ça n'existe pas. Parce qu'on ne sait pas faire. On n'arrive pas à la décoffrer, quoi. En fait, le problème des coffrages pour les bétons de ciment, c'est que ce sont des coffrages en acier. Donc le béton de ciment, lui, va sécher assez rapidement, et on décoffre. Puis on peut le charger au bout de 28 jours, etc. Alors que la terre, elle a besoin d'air, quoi, pour sécher, parce qu'il n'y a pas d'adjuvant, facilitateur de prise, etc. Donc en fait, pour que ça sèche, il faudrait le décoffrer, mais comme c'est liquide, on ne peut pas décoffrer. Et donc il faut que les chercheurs arrivent à trouver les biopolymères de manière à ce qu'elles se solidifient après avoir été coulées. Mais donc ils sont arrivés à le faire sur ce petit proto. Ils ont mis 15 jours à faire ce petit proto. Avant, les chercheurs avaient réussi à faire un grand comme ça. Alors, ils sont passés à ce proto de cette échelle-là. Mais en fait, c'est très complexe parce que c'est dosé au milligramme près, ces biopolymères, pour arriver à fluidifier et après resolidifier. Et donc, aller à grande échelle, c'est beaucoup plus complexe. Donc, voilà, ils se donnent 5 ans ou 10 ans pour y arriver. Après, si vous mettez 5% de ciment, ça marche sans problème, quoi. Mais bon, on s'est dit non. Oui, bonsoir. Une autre question, excusez-moi pour mon français. Donc, votre premier bâtiment, c'était avec les adobes qui venaient de l'Allemagne à cause des normes, je pense. Et donc, je me demande, qu'est-ce que l'histoire ici, par exemple, avec un tel projet? Est-ce qu'il y a aussi un processus parallèle pour faire accepter ces matériaux? Peut-être c'est le ATEX ou des processus comme ça. Oui, on a chiffré 3 ATEX dans le cadre de ce projet. 3 ATEX de type A, c'est-à-dire des ATEX qui vont être valables pour toute la France. Et donc on a une réserve de 300 ou 400 000 euros pour faire ça. Et on ne peut le faire que parce que le projet est de grande taille. Vous imaginez 300 ou 400 000 euros, si c'était pour faire une maison, c'est pas possible, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'on voulait faire des grands projets. C'est parce qu'on arrive financièrement à avoir cette petite somme d'argent pour ça. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on est sur un autre projet là, dont on ne peut pas encore parler, mais je dois revenir à Bruxelles la semaine prochaine pour ça, pour développer carrément des usines, quoi, autour de Paris avec ces terres. Et pour faire des panneaux, pour faire des briques, des enduits, etc. Et bien sûr, dans ces sujets, l'Allemagne est un peu plus en avance. C'est que même s'ils ont il n'y a pas autant de scientifiques ou de gros laboratoires comme celui de Cratère. Le virage industriel qui sont faits dans les années 90 autour des questions environnementales fait qu'aujourd'hui, ils produisent des panneaux de terre, etc., qui sont utilisés, notamment en Clétech. Et le principe, c'est d'arriver à en développer en France aussi, avec les terres de Paris, et puis, si possible,
encore mieux, quoi. Bonsoir. Vous avez parlé dans le projet de votre école, vous avez dit qu'il y avait une grande différence des prix considérable, au fait, dans les prix des briques. Je crois que c'était ça que vous voulez dire. Non, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, ce que j'ai dit, c'est que le prix des cloisons est à peu près similaire à des cloisons en briques de terre cuite. Mais en tout cas, les offres qu'on avait reçues des entreprises qu'on était en train d'analyser étaient, elles, très différentes. Il y a des grandes différences. Parce qu'en fait, il s'avère que le réseau terre est organisé comme il peut, et il n'y a pas énormément d'entreprises qui savent faire ça à Paris. Et donc, on a un peu poussé des entrepreneurs qui font d'habitude de la maçonnerie, béton, etc., à répondre en leur disant on vous aidera, on vous formera, etc. Mais voilà, par précaution, ils ont verrouillé, mis ceinture et bretelles, et donc forcément les prix sont très élevés, quoi. Ok. On espère bien les faire baisser. Mais en fait, un mur de briques en terre crue intérieure, voilà, ça devrait coûter un petit peu moins cher, parce que la maçonnerie et le travail de main-d'œuvre elle-même, et comme je le disais tout à l'heure, la brique est théoriquement 30% moins chère, parce qu'il n'y a pas l'énergie dedans, quoi. Monsieur Otsu, là, il avait dit pour la sécurité des matériaux et les normes. Moi, je suis un peu moment là-dedans et j'ai rencontré en Belgique qu'on a pas mal de problèmes de réussir des labels pour avoir une certitude, surtout pour les enduits. J'ai vécu ça pendant pas mal de temps que le Dachverband allemand, qui a une connaissance supérieure ou pas, je ne sais pas, ils ont eu énormément de problèmes avant d'avoir une DIN norme. C'est exceptionnel d'avoir ça en Belgique. Et en France et en Europe, de toute façon, les Allemands sont en effet les seuls qui ont pouvoir réussir ça. Les sableries, dans tous les pays, sont mets de cimetière. Et c'est un retard et c'est une recherche énorme. L'argile, surtout les enduits, c'est pas uniquement le seul composant. Vous avez dit vous-même, c'est certains sables et tout ça. Tant que les sablières ne jouent pas le jeu avec, il n'y aura jamais une garantie des enduits, garantie label en Belgique. Et là, en Belgique et en France, on est très loin que les sablières jouent avec. Et vous avez fait des recherches là-dessus ou des demandes auprès des sablières, parce que vous avez parlé tantôt vous-même que le sable des dunes et tout ça, ça ne sert à pas, ça c'est clair. Mais c'est un grand... Je sais bien que c'est difficile. Ninja Plus, par exemple, Claytech, par exemple, il est contrôlé par l'extérieur, la qualité de paille. Il y a un grand mouvement de paille, ok, mais il y a plein de pesticides dans les pailles. Il n'existe pas dans le climat humide en Belgique des pailles sans pesticides. On néglige ça, à mon avis, un peu trop. Et voilà. Pour moi, c'est la question comment vous voyez ça en France et on peut être vu composant sable. Parce que sans la terre, sans la sable, il n'y a pas des enduits. Oui, alors il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a effectivement la question du sable. Nous, on ne travaille pas avec les sablières. Il ne s'agit pas de reproduire ce que font les cimentiers. Il y a une pénurie de sable dans le monde. On est en train de détruire tout un tas d'écosystèmes marins, etc. avec ça. Donc il ne s'agit surtout pas d'aller chercher du sable pour aller mettre dans la terre, sinon ce serait un peu absurde, quoi. Donc on essaye de travailler avec la terre qu'on a sous les pieds. Et puis après, justement, il faut la trier, la cribler pour récupérer ce dont on a besoin et éventuellement faire moins de matériaux qui nécessitent beaucoup de sable et d'essayer de travailler avec d'autres techniques. Il y a une autre possibilité, c'est aussi de broyer des agrégats de béton. Donc on est en train de rechercher là. En fait, on est confronté à un problème à Paris, c'est que tout ce qu'ils appellent sable de Beauchamp dans les sous-sols parisiens, qui est un peu un des matériaux les plus importants, ce ne sont pas des sables, ce sont des limons. Donc ce sont des sables très très fins et qui sont très bien pour les enduits. Alors là, à Paris, vous pouvez faire des milliards de mètres carrés d'enduits, pas de souci. Mais par contre, pour les briques, on a besoin de grains un peu plus épais, un peu plus gros, pardon. Et donc, on a besoin de sable. Et on ne va pas aller chercher du sable dans la sablière. Donc là, on regarde, soit on concasse du béton recyclé, soit on va cribler d'autres types de matériaux, d'autres types de terre pour les avoir. Donc on est en train de rechercher là-dessus. Sur l'autre question, sur la réglementation, oui, on est confronté à un gros problème. Tous les pays travaillent de leur côté sur le sujet. En France, en fait, ça se passe comme ça, c'est que le ministère de l'Équipement a
lancé des études il y a 3-4 ans autour de la question de la réglementation et des règles professionnelles. Cratère développe quelque chose de son côté, le PISE notamment, et puis le réseau en fait des professionnels du bâtiment développe toutes les autres techniques, sauf que c'est toujours pas sorti, il fait 3-4 ans, et ça a été encore reporté et reporté. Et on réfléchit là, avec un certain nombre de personnes à essayer de constituer un fonds commun, fonds d'investissement, pour payer en fait des équipes pour développer les normes rapidement, quoi. Parce qu'en fait, clairement, nous, si on veut le monter, ce bâtiment, il faut qu'on aille se battre sur tous les fronts, à la fois sur la fabrication des matériaux, mais aussi le développement des normes, etc. Donc on essaye d'aider à faire en sorte que tout ça se développe, mais c'est vrai que c'est un vrai problème, quoi, parce que ça part dans tous les sens. Et les réseaux paille ont su beaucoup mieux se fédérer pour avancer plus vite. Et je termine sur le lien entre les deux. Paille, grain, c'est que dans les briques que l'on est en train de faire, il y a une possibilité pour remplacer le sable, c'est de mettre des fibres. Et donc de mettre des fibres de chanvre, par exemple, parce qu'en fait, voilà, c'est ça qui permet d'avoir une bonne cohésion de la matière. Donc ça, c'est une des pistes qu'on est en train d'explorer. Je voulais savoir, les briques que vous avez produites, en fait, je crois que c'est en expérimentation, plutôt que de les cuire, vous les avez laissées sécher. Quels sont les principaux usages? On peut les utiliser simplement en intérieur, ou on peut les utiliser également en tant que, pour la construction de murs porteurs. Alors, ça, c'est une brique extrudée qui a une résistance, celle qu'on a fait lors de l'exposition, de 4,8 mégapascal exactement. Donc, on pourrait porter quelques niveaux avec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la terre, elle a plein de qualités, comme on l'a vu, mais elle a aussi des défauts. C'est pas un matériau très résistant mécaniquement, et c'est un matériau fragile. Ce qui fait que, même si la réglementation est peu développée, elle l'est encore moins dans la question mécanique. C'est-à-dire qu'en fait, la question du porteur. Et on essaye d'éviter que ça soit porteur. Alors, on voudrait, et puis on va tout faire pour que ça le devienne, etc. Mais si vous voulez vous éviter des ennuis là pour le moment, c'est que voilà, on essaye d'éviter que ça soit porteur, même si on peut, hein, encore une fois. Le centre de Lyon, par exemple, il y a des bâtiments qui ont 200 ans, 300 ans et qui font 7 niveaux et qui sont construits en pisé, ils sont là depuis. Ils bougent pas, il n'y a pas de problème, quoi. Et au Yémen, Shibam, Manhattan du désert, c'est des bâtiments qui font 30 mètres de haut, ils sont en terre, c'est porteur, il n'y a pas de souci. Sauf qu'avec les eurocodes, etc., c'est un peu plus compliqué à justifier. Donc ça, voilà, il faut tout le monde arrive à se battre là-dessus pour que ça avance. Donc pour s'enlever cette épine du pied, on fait en sorte que ça ne soit pas porteur. Donc nous, on va l'utiliser dans l'école essentiellement en cloisonnement, entre les pièces. On fait ça aussi pour s'éviter la contrainte du feu. C'est qu'on n'a pas encore les PV techniques de ces matériaux pour le feu. Donc si on mettait ça entre les classes et les circulations, on aurait des contraintes de coupe-feu, 1 heure, 2 heures, etc. Et ça aurait été beaucoup plus problématique. Et là, dans les délais qu'on avait, on voulait s'éviter ça. Donc on a travaillé avec le bureau de contrôle de manière à les mettre en œuvre là où ils nous embêteraient le moins, quoi. Et où on pourrait être sûr d'arriver à les poser et à construire avec. Après, ces briques-là, elles pourraient être mises à l'extérieur à partir du moment où elles sont bien protégées. Le pisé accepte un peu de ruissellement, d'eau, etc. Ces briques un petit peu moins, donc on peut les enduire. Et puis après, vous les protégez avec des débords de toit, avec des balcons, etc. Ce qu'on voit ici, c'est que, vous voyez, partout, c'est un des gros sujets en fait d'avenir et sur lequel on va travailler, c'est comment on protège. Donc on a les enduits, on les met plutôt en fond de balcon, ici en fond de balcon. On a à chaque fois des débords ici, des casquettes là, qui font 50 cm qui permettent de protéger cette partie du mur. C'est vraiment un vrai sujet entre les vents dominants, les pluies, etc. Comment faire en sorte que l'eau touche le moins possible la terre pour permettre que ça dure le plus longtemps possible. Voilà, moi j'ai une petite question technique. En fait, je me pose toujours la question, quand vous construisez avec plusieurs matériaux, par exemple le béton et la terre crue, qui sont dans le même système constructif, je présume qu'il doit y avoir des dilatations différentielles, des tassements différentiels, etc. Et donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a effectivement et comment vous réglez le problème s'il y en a? Alors, il y en a effectivement. Sur le projet de Milly-la-Forêt, par exemple, ça a été doublement problématique parce que c'est une structure en bois, donc pour le coup, ça dilate encore plus que du béton.
Ce qu'on a fait, c'est que on a fait les murs et on les a laissés reposer un certain temps pour arriver au taux d'hygrométrie interne idéal. Et puis après, on est venu recharger les murs. Et c'est souvent ce qu'on fait, c'est que effectivement, en plus quand ça sèche, il y a un petit peu de rétractation. Et l'idée des grains aussi dans la matière, c'est d'éviter ces phénomènes de rétractabilité. On voyait tout à l'heure la brique était un peu fissurée, micro-fissurée. C'est qu'en fait, il y avait beaucoup d'argile et donc pas assez de grains qui permettent d'éviter la rétractation de la matière. Parce que l'argile toute seule, elle rétrécit considérablement quand elle sèche. Donc l'avantage de la terre qui n'est pas stabilisée, c'est que vous pouvez rajouter après de la matière, venir boucher des fissures, etc. Et puis ça se voit pas quand vous renduisez, choses comme ça. Mais par contre, des bâtiments comme ça n'existe pas. Où on travaille avec des petites structures en béton, des remplissages terre, etc. Donc ça va être une aventure. Mais bon, on y va, quoi. Oui, vous avez bien montré comment cette découverte du matériau terre a inspiré aussi votre propre pratique dans l'agence. Mais je me demandais si, notamment l'exposition Terre de Paris, est-ce que vous avez l'impression de sentir en Ile-de-France, du coup, peut-être pas un engouement auprès de vos confrères, mais en tout cas, tout d'un coup, une prise en considération de cette alternative terre crue, ou ça reste encore vraiment trop risqué, trop expérimental? Non, j'ai pas l'impression, c'est une réalité. C'est qu'en fait, l'exposition, il y a eu un gros retentissement médiatique, et puis on a fait des dizaines et des dizaines de visites. Tous les promoteurs de l'Île-de-France sont venus, les politiques, les architectes, les ingénieurs, les citoyens, des enfants aussi on a pu visiter. Donc tout le monde sent que c'est maintenant, quoi. C'est l'introduction de ma conférence où je disais il y a un alignement de planètes qui fait que c'est maintenant. Cratère a fait des expériences il y a 20 ans, 30 ans. Hassan Fati en a fait il y a 40 ans, 50 ans, mais qui n'ont pas fonctionné parce que c'était pas encore le moment. Et il n'y avait pas encore la problématique écologique comme elle existe aujourd'hui. Le domaine de la terre à côté de Lyon dans les années 80, c'est tout un quartier fait en terre, mais qui est resté un petit peu un épiphénomène, un peu comme les projets d'Hassan Fati, quoi. Et là, c'est vraiment le moment, il y a une volonté économique, environnementale, européenne, auprès des maîtres d'œuvre, etc. Et donc tout d'un coup, ce matériau fait plus sens que les autres, parce qu'il est disponible là sous nos pieds dans des quantités considérables. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la ville, notamment Paris, elle s'est construite avec des matériaux qui changeaient selon les siècles. Et à un moment donné, c'est la convergence de facteurs économiques et techniques qui font qu'on va utiliser un matériau plutôt qu'un autre. Paris, au Moyen-Âge, c'était du bois et de la terre, de la bauge, etc. Des torchis. Et au XVIIIe, XIXe siècle, Paris, au XIXe avec Haussmann et même un petit peu avant, Paris a été construite en pierre. Parce qu'à un moment donné, on a su développer des techniques qui permettaient d'extraire la pierre à des coûts plus faibles et de la mettre en œuvre. Aujourd'hui, les coûts de la main-d'œuvre sont tels qu'on ne peut plus construire en pierre. Ou alors différemment, mais ça, c'est un autre sujet, comme Gilles Perrodin. Là, aujourd'hui, on a la matière, terre, et on a les techniques, la connaissance scientifique, etc. Et donc, on pense que la ville, maintenant, peut se faire en terre. Parce que c'est une convergence de facteurs qui l'amène vers ça. Et ça, les gens l'ont vraiment compris. Et on est appelé, mais tous les jours, pour faire des projets, par les réseaux de transport d'électricité qui ont tellement de terre quand ils creusent des chantiers, des tranchées électriques, etc., qu'ils ne savent pas quoi en faire. Ils veulent faire des usines en terre, pour faire des gares du Grand Paris en terre. Il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, on n'est pas encore tout à fait prêt, mais c'est clair qu'il y a un gros engouement là-dessus. C'est plutôt une bonne chose. Et justement, est-ce que cet engouement ne va pas développer la recherche et les connaissances et donc améliorer par conséquent les techniques? On espère bien. Bien, bon, merci pour ces premiers échanges. Je propose qu'on fasse une petite pause et on reprendra après avec Odile pour la suite de cette conférence. Merci.